Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui pour ce troisième Meet and Share de l'année. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Mathilde Touvier qui va nous parler du Nutri-Score. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, donc on vous remercie vivement d'être là. On va attendre 1 minute que tout le monde finisse d'arriver et puis on va commencer ce Meet and Share concept. Merci beaucoup d'être là. Et je vais vous parler aussi pas mal d'aliments ultra transformés. Je pense que c'était aussi l'idée C'est ça. du jour. Tout à fait. C'était l'idée du jour, le sujet du jour. Exactement. Avec clin d'œil Nutri-Score toujours, mais surtout aliments ultra transformés. Je regarde que tout le monde ait la bonne affichage. Parfait. Hop, c'est parti. Alors. Est-ce que vous voyez ma présentation concept à l'écran? Oui. Parfait. Hop. Affichage. Hop. Excusez-moi, il y a un tout petit problème d'affichage que je suis en train de résoudre et on est bon. C'est parti. Donc, rebonjour à tous. Merci de vous être connectés très nombreux aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter très rapidement notre réseau Concept dirigé par le professeur Béatrice Pervers. Et puis, nous aurons la présentation de Mathilde Touvier et vous aurez le temps de poser toutes vos questions juste après la présentation de Mathilde. Vous pouvez déjà à présent poser vos questions dans le Q&A, dans le QNR. Et tout au long de notre présentation, vous pourrez les poser dedans. On n'a pas accès au chat, donc posez toutes vos questions dans le QNR. Donc, le réseau Concept, c'est un réseau de prévention primaire des cancers, un réseau de recherche. Et c'est un réseau qui est composé de 7 partenaires scientifiques et acteurs de terrain. Donc, nous avons par exemple l'équipe de l'EHESP pour représenter le marketing social. Nous avons bien sûr l'équipe du CRES-RN dont Mathilde est présente avec nous aujourd'hui aussi avec Bernard. Il y a l'équipe de Gustave Roussy qui travaille sur les biomarqueurs, l'économie de la santé, la détection précoce des cancers. Nous avons aussi l'équipe du CIRC à l'OMS de Lyon pour l'épidémiologie des cancers. L'acteur de terrain local qui travaille avec nous, c'est la promotion santé Auvergne-Rhône-Alpes avec Claudia. Et puis nous avons l'équipe de Toulouse au CERPOP, inégalité sociale, recherche participative. L'équipe bien sûr du centre Léon Bérard pour l'économie de la santé, l'épidémiologie nutrition, l'environnement, la recherche interventionnelle et la recherche participative. Et bien sûr aussi la psychologie de la santé avec l'équipe de Reshape. C'est un réseau qui est financé pour 4 ans et par l'INCa. Nos objectifs dans Concept, c'est de répondre aux enjeux de la prévention des cancers en traduisant les connaissances en actions de prévention efficaces et durables. Donc l'idée, c'est de transformer toutes les connaissances transdisciplinaires et des expertises de terrain en actions concrètes grâce au savoir des parties prenantes. On essaie de créer des synergies et de surmonter la fragmentation et les fragmentations en prévention et de comprendre comment est-ce qu'on peut intégrer toutes ces interactions, comportements, environnement dans des interventions de prévention efficaces. Et concrètement, dans notre réseau, nous avons tous les mois des meet and share comme celui-ci sur des sujets de prévention primaire que vous pouvez d'ailleurs nous proposer. N'hésitez pas si vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite spécifiquement. Nous avons aussi des projets que nous portons nationalement et internationalement. Et puis, un réseau de chercheurs et de jeunes chercheurs pour faire avancer la recherche en prévention. Et maintenant, je vais laisser la parole à Mathilde pour présenter l'intervention du jour. Donc Mathilde, tu es directeur de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l'ERM, au centre de recherche du CRES et à l'INSERM. Et nous avons beaucoup de chance de t'avoir aujourd'hui pour présenter sur les aliments ultra transformés. Super, merci beaucoup Pauline et merci au réseau Concept pour cette invitation. Est-ce que vous voyez ma diapositive? Eh bien. C'est parfait, ça fonctionne très bien, merci à toi.
Ah, j'ai le sentiment que l'image Oui, de Mathilde est j'ai l'impression figée. aussi. Est-ce que tu es encore avec nous, Mathilde, ou est-ce qu'il y a un problème de réseau? C'est une petite interlude pour vous donner encore plus envie d'écouter son talk. Mathilde, est-ce que tu nous entends? Ah, il y a un problème de Est-ce que vous m'entendez? connexion. Oui, ça y Ah est, on là, on t'entend. t'entend un peu, ouais. Ah, il y avait Ok, un bon, petit écoutez, souci Après, voilà, de ton image connexion. était figée, on t'entendait plus. bah, zut. Alors, excusez-moi, je vais repartager. C'est au moment où j'ai partagé le diaporama. Euh, voilà. Tac. Et- Est-ce que vous voyez la diapositive? Alors, pas encore. Là, parfait. Là, on la voit. Super. Bon, alors, bah, du coup, merci beaucoup, Pauline, pour l'introduction. Merci, Béatrice, et puis tout le réseau Concept pour cette invitation. Et donc, je suis ravie aujourd'hui de vous parler donc aliments ultra transformés et puis bon, ultra formulés. Euh, on va voir la nuance et risque de cancer et autres pathologies chroniques. Et ici présent également Bernard Srour, qui fait partie de mon équipe de recherche et qui a beaucoup travaillé aussi avec moi voilà, sur ces thématiques-là. Alors, au cours d'une vie, hein, vous le savez peut-être, hein, on ingère une quantité astronomique d'aliments, de boissons, avec à la fois des aspects bah voilà, vitamines, minéraux, macro, micronutriments pour lesquels on commence à bien connaître l'impact sur la santé, mais aussi d'autres éléments dans l'alimentation, dont par exemple les additifs alimentaires ou certains contaminants qui peuvent être liés aux procédés de transformation ou aux emballages des aliments, pour lesquels là on commence à s'intéresser de manière beaucoup plus récente à l'impact santé. Alors, quand on s'intéresse à alimentation cancer, et donc c'est des choses importantes et qu'on prend en compte dans nos études épidémiologiques, autres hein, maintenant, on sait maintenant, on a des niveaux de preuve vraiment forts de l'impact sur la santé d'un point de vue délétère de tout ce qui va être boissons alcoolisées, surpoids, obésité, sel, viande rouge, charcuterie, ou au contraire protecteurs, aliments riches en fibres, fruits et légumes, etc. Vous retrouvez d'ailleurs toutes ces infos hein, de synthèse hein, sur le site du réseau NACRE, hein, qui est partenaire du réseau Concept aussi, avec des fiches synthétiques. Et donc tout ça, ce sont vraiment les facteurs pour lesquels on connaît, on sait aujourd'hui, avec un grand nombre d'études épidémiologiques, d'études également mécanistiques, expérimentales, qu'ils impactent le risque de développer un cancer, certains de manière dans le sens protecteur et d'autres dans le sens délétère, ce qui nous a amené hein, à chiffrer à peu près à 40%, un peu plus, ça peut être aller jusqu'à plus de 50% selon les localisations, la proportion de cancers qu'on pourrait éviter en modifiant notre mode de vie. C'est tout l'idée hein, du réseau Concept là aussi, puisqu'on voit par exemple ici en tête le tabac, hein, qui n'est pas un facteur nutritionnel, mais qui rentre dans ces facteurs modifiables. Mais ensuite, on voit ici qu'on a tous les facteurs alimentaires ou nutritionnels au sens large, alcool, alimentation déséquilibrée, surpoids, obésité, activité physique, manque d'activité physique, sédentarité, qui rentrent en jeu et qu'on pourrait encore améliorer pour favoriser la prévention. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on travaille hein, de manière globale, notre équipe de recherche, à la fois sur l'impact de l'alimentation, l'activité physique, et donc dans toutes leurs dimensions, nutritionnelles et non nutritionnelles, à la fois sur la santé humaine, et donc c'est sûr que les cancers font partie d'un pilier central de nos recherches, mais on travaille aussi, et je vais vous présenter d'ailleurs d'autres éléments aussi au-delà du cancer, sur les aspects cardiométaboliques ou d'autres outcomes de santé. Hein. Pauline évoquait le mot fragmentation. C'est vrai que voilà, nous, on a aussi une vision nutrition qui prévient non seulement les cancers, mais aussi plein d'autres pathologies au-delà du réseau. On s'intéresse aux mécanismes qui sous-tendent tous ces aspects-là, le rôle du microbiote intestinal et autres, et puis aux aspects d'impact à la fois aussi, pas que sur la santé humaine, mais aussi sur la planète, à tout ce qui va être frein et levier à l'adoption de comportements plus favorables à la santé. Et du coup, l'idée est aussi de proposer et de tester d'un point de vue recherche hein, dans notre équipe des outils comme le Nutri-Score qu'on a pu créer pour essayer en pratique, comment faire une fois qu'on sait qu'il faut manger pas trop gras, trop sucré ou trop salé, comment faire pour aller dans la bonne direction au quotidien. Donc, je vous disais, la recherche, quand on regarde le panorama de la recherche en nutrition santé, on a vraiment
au départ des aspects qui sont vraiment liés aux macro- et micronutriments, vitamines, minéraux, etc., au risque de carence et aux impacts que ça peut avoir sur la santé. Et c'est finalement de manière assez récente, et notamment dans la fin des années 2000, en 2009, avec la proposition par l'équipe du professeur Carlos Montero de la classification NOVA, qu'on a commencé à s'intéresser réellement à la manière dont les aliments peuvent être transformés, aliments ou ingrédients, et à la formulation au-delà du gras, sucre, sel, fibres, etc. Donc formulation en additifs alimentaires et autres, et l'impact possible de tous ces aspects-là sur la santé. Alors, cette classification NOVA qui a été proposée par nos collègues brésiliens catégorise les aliments et boissons en 4 catégories différentes, de NOVA 1 à 4. Les aliments NOVA 1, ce sont les aliments qui sont dits pas ou peu transformés. Vous avez ici à la fois les fruits, légumes, la viande, le lait, les œufs par exemple. Ce qui est classé en NOVA 2, ce sont les ingrédients culinaires, donc beurre, sucre, huile, etc. Là, la classification NOVA 3 correspond aux aliments transformés. On prend des aliments du groupe 1, on les cuisine en utilisant les ingrédients NOVA 2, et on obtient des aliments qui peuvent être à la fois transformés de manière industrielle ou bien à la maison. Et donc, il y a un grand nombre de notre alimentation, une grande proportion qui est dans cette catégorie NOVA 3. Et il y a enfin les aliments NOVA 4, dits ultra transformés. Et donc, on utilise ce terme ultra transformé au global pour caractériser ces aliments qui ont subi, eux ou leurs ingrédients, d'importants procédés de transformation. Donc là, on n'est plus sur des transformations physiques, biologiques, chimiques intenses, où on s'éloigne vraiment de la matrice alimentaire de départ. Et ce sont généralement des aliments qui sont dits également ultra formulés, mais on englobe tout ça dans le terme global ultra transformé, et qui vont contenir donc des ingrédients qu'on n'a pas traditionnellement dans nos cuisines. C'est ce qu'on dit en pratique pour essayer de s'y repérer. Quand on regarde la liste d'ingrédients et qu'on voit certains émulsifiants, colorants, édulcorants, ce sont des additifs qu'on n'utilise pas traditionnellement pour cuisiner, ou des huiles d'hydrogénées, sirop de glucose, fructose, etc., qui sont d'autres marqueurs ici d'ultra transformation. Et donc là, on a tout un ensemble d'aliments emblématiques de ce groupe-là, dont certains, on se doutait bien déjà, on les catégorisait dans la junk food, on savait qu'ils n'étaient pas forcément très bons pour la santé, des sodas, certains biscuits industriels ou nuggets industriels qui contiennent certains additifs, etc. Mais il y a aussi des aliments qui, d'un point de vue nutritionnel, ne sont pas forcément mauvais ou considérés comme tels, comme certains yaourts aromatisés ou édulcorés, ou bien certaines biscottes aux céréales qui vont contenir des émulsifiants, par exemple. Alors, simplement pour fixer les idées, ici, d'un point de vue référence scientifique et recherche, si vous voulez avoir le dernier papier en date qui réexplique bien ce qu'est la NOVA, la manière de catégoriser, la manière de l'appliquer aussi dans les études épidémiologiques, vous pouvez consulter cet article dans Nature Food de Martinez et collègues. Et puis, simplement, voilà, pour vous redonner une idée ici, c'est des diapos d'ailleurs qu'on a empruntés à Carlos Montero, avec qui on travaille très, très souvent. Vous avez ici, par exemple, le fruit, NOVA 1, non ultra transformé, pas transformé du tout même. Et puis, un équivalent ici, aliment plutôt marketé pour enfants, un stick à la banane, avec une odeur, un goût, un aspect, un marketing qui évoque l'univers de la banane, mais avec aucun gramme de banane à l'intérieur. Donc, NOVA 1 et 4. Un warning important ici à avoir en tête. Il ne faut pas faire l'amalgame entre aliments industriels et aliments ultra transformés. On peut avoir des aliments industriels qui ne sont pas ultra transformés. Un exemple ici avec les soupes. Vous avez une soupe dont, quand on regarde la composition ici, on a des légumes, des aromates, du sel, etc. Donc en gros, une recette comme si on la cuisinait à la maison, et pourtant c'est un aliment industriel du commerce. Et alors qu'ici, vous avez une soupe dont le premier ingrédient est sirop de glucose déshydraté, amidon de pommes de terre, etc. Là, typiquement, on est dans un NOVA 4 aliment ultra transformé. Quand on applique cette classification NOVA à l'ensemble des aliments consommés dans des études nationales représentatives selon les pays, on voit qu'il y a des grandes variations avec ici c'est la part, le pourcentage d'énergie apporté par les aliments ultra transformés. On voit qu'on est autour de, on va dire 10, 12, 15% dans certains pays comme Roumanie, Colombie, Hongrie, on est en deçà des 20%. En France, on est autour de 30 à 35%
d'énergie apportée par les aliments ultra-transformés et on a un maximum, en tout cas là pour l'instant, atteint par les États-Unis, juste le Royaume-Uni est juste derrière, où on a quasi 60% des calories quotidiennes apportées par les aliments ultra-transformés. Donc, lorsque on a commencé à s'intéresser à cette question dans les années, on va dire 2016-17 au labo, il n'y avait eu aucune étude prospective, aucune étude épidémiologique qui avait regardé les liens entre cet aliment ultra transformé, cette alimentation plus ou moins ultra transformée, et le risque de maladies de type cancer, maladies cardiovasculaires ou encore diabète de type 2. Donc c'est dans ce contexte qu'on a voulu s'intéresser à cette question dans la cohorte Nutrinet Santé. Donc c'est une étude qu'on a lancée en 2009, qui était voilà, la première web cohorte, ça veut dire une cohorte avec un suivi quasi intégral sur Internet. Donc de cette taille au niveau international. Et on a un recrutement qui a démarré en 2009 et qui se poursuit toujours. Et donc, j'invite d'ailleurs toutes celles et ceux qui ne seraient pas encore nutrinautes à participer à l'étude. Ça vous permet de voir de l'intérieur comment marche une étude pour ceux qui sont plutôt scientifiques. Et puis, pour tout le monde, à partir du moment où on a 15 ans ou plus, de pouvoir contribuer comme ça à la recherche publique en nutrition et santé en remplissant des questionnaires régulièrement sur Internet. Donc ces questionnaires, ces outils validés nous permettent d'avoir vraiment une caractérisation très fine de toutes les expositions nutritionnelles. On a notamment comme outil central des enregistrements alimentaires de 24 heures. Qu'on répète à la fois donc 3 au départ à l'inclusion et puis ensuite tous les 6 mois qui sont proposés aux participants. Et qui vont jusqu'à collecter même le niveau de détail des marques non commerciaux des aliments industriels consommés. Et puis, on a plein d'autres questionnaires qui viennent compléter ces aspects-là sur la consommation d'aliments bio, les pratiques en termes de cuisson, d'emballage des aliments, de prise de compléments alimentaires et autres. Et puis, tout ce qui va être aussi, évidemment, l'activité physique, qui fait partie pour nous de la nutrition au sens large, et des choses qui n'ont rien à voir avec la nutrition et qui nous permettent, nous, de pouvoir avoir une idée de l'exposome, donc de l'ensemble des expositions auxquelles les participants sont soumis. Ça peut être sur les expositions professionnelles, environnementales, tabagisme ou autres, et qui nous permettent à la fois de tenir compte de ces autres expositions dans nos études de l'alimentation et de la santé, mais aussi de pouvoir étudier les interactions entre ces expositions nutritionnelles et des expositions non nutritionnelles. On a également une biobanque qu'on a collectée sur un sous-échantillon, donc ça c'est la partie qui ne se fait pas sur Internet, mais qui n'est pas du tout obligatoire. On a pu connecter du sang, des urines, et en ce moment des selles, donc 20 000 personnes pour sang et urine, et puis 10 000 pour les selles. Pour étudier pour les selles le microbiote intestinal et pour étudier les mécanismes qui sous-tendent ces relations-là. Et évidemment, c'est le principe d'une cohorte. On va suivre dans le temps les participants et certains développent des maladies et d'autres pas. C'est une étude d'observation. On observe ce qui se passe et on a une validation par un comité de médecins au sein de l'équipe des principaux événements de santé qui surviennent et un lien aussi avec les bases de l'assurance maladie. Et donc, c'est vraiment une recherche, je m'adresse là aussi aux collègues d'équipes académiques autres, qui est propice aux collaborations interdisciplinaires. D'ailleurs, on ne travaille pas qu'avec des épidémiologistes, on travaille aussi avec des toxicologues, des personnes qui travaillent en sciences humaines et sociales, en marketing social, etc. Et on peut travailler sur ces données, la cohorte Nutrinet Santé. Et on a aussi une expansion au niveau international avec le volet belge qui pointe vers notre plateforme et un transfert de compétences, de savoir-faire qui a été fait, et notamment avec Carlos Monteiro, que j'évoquais précédemment, au Brésil, pour monter une cohorte Nutrinet Brésil. Et donc, on pilote maintenant, nous, le réseau des cohortes Nutrinet Monde pour partager des connaissances sur ces sujets-là. Alors voilà, Nutrinet nous permet d'aborder plein de sujets, mais aujourd'hui, on se focalise sur les aspects transformation, formulation des aliments et un petit mot sur l'aspect packaging alimentaire. Et donc, on a commencé avec le cancer, ça tombe bien aujourd'hui pour Cancept, c'est le premier article étiologique, ça veut dire où on s'intéressait vraiment au lien entre la part d'ultra-transformé ici et le risque de cancer dans la cohorte Nutrinet Santé. Et donc, on a observé que pour 10 points de plus dans le pourcentage d'ultra-transformé dans le régime alimentaire, eh bien, il y avait un risque plus élevé de 12% de cancer au global et 11% lorsqu'on regardait le cancer du sein.
Alors, je ne l'ai pas mis encore sur la diapo parce que ce sont des données très préliminaires, mais vous voyez ici à l'époque, on avait encore un nombre limité, c'est toujours le cas, mais moins, de cas de cancer colorectaux et on voyait bien que ça avait l'air d'aller dans le même sens, mais que ce n'était pas significatif. On a refait là, des analyses très récentes qui montre que là, voilà, avec certains codages de l'ultra-transformation, on a un lien qui apparaît significatif pour le cancer colorectal. Donc, on sera sûrement amené dans quelques temps à mettre à jour et publier ces données, puisque là, ce sont des données qui datent de 2018 et qu'évidemment, la cohorte progresse entre-temps. On a également observé, donc je passerai un petit peu plus rapidement, hein, des résultats avec une augmentation de risque de maladies cardiovasculaires, de mortalité prématurée, bon, qui est beaucoup en France de toute façon la résultante hein, des aspects cancer et maladies cardiovasculaires, donc c'est très logique. On a aussi des travaux avec des questionnaires répétés validés qui mesurent les symptômes dépressifs. Et donc chez des personnes qui n'avaient pas de symptômes dépressifs à l'entrée dans la cohorte. On voit un risque accru d'en développer chez ceux qui ont une part d'aliments ultra-transformés plus importante dans les régimes alimentaires. On voit ici, autre manière de représenter les choses, une relation quasi linéaire avec une augmentation de risque de diabète de type 2 liée à une part plus importante d'ultra-transformés dans le régime alimentaire. Et ici, les courbes de prise de poids au fil du suivi et puis le risque pour des personnes qui n'étaient pas au départ en surpoids ou en situation d'obésité, de développer un surpoids ou une obésité au fil du suivi. Là aussi, vous le voyez avec une belle relation dose-réponse en fonction des quartiles d'exposition aux aliments ultra-transformés. Donc au final, plusieurs de ces travaux ont permis déjà de faire avancer notamment les recommandations, hein, puisqu'on a inclus dès le PNNS 4, donc Programme national nutrition santé, dans les recommandations, le fait de limiter les aliments ultra transformés dès ces résultats-là. Ça a aussi fait bouger pas mal de choses au niveau parlementaire, au niveau national, au niveau international. On a été pas mal sollicité par les politiques pour essayer de voir comment intégrer ces questionnements-là dans les futures politiques nutritionnelles de santé publique. Et depuis, il y a eu une reproduction de ces travaux-là dans plus de 80 études prospectives au niveau international. Alors, simplement pour finir avec Nutrinet, on a aussi des études dites transversales. Donc là, on n'est pas sur du suivi, on est à un moment donné où on observe à la fois la part d'ultra-transformés et les pathologies, mais on voit aussi des travaux plus récents sur troubles gastro-intestinaux, les troubles du comportement alimentaire, insomnie ou même psoriasis pour la santé dermatologique. Donc, simplement, tous ces travaux-là, évidemment, j'évoquais tout à l'heure, sont ajustés. On prend en compte le fait que les gens qui mangent plus d'aliments ultra-transformés, ils ont aussi parfois des niveaux d'activité physique plus faibles, plus de tabagisme, etc. Donc, ces aspects-là, on les prend en compte dans nos modèles, évidemment. Mais on a aussi fait plein d'analyses de sensibilité, et notamment certaines qui sont intéressantes. C'est que là, on a beaucoup testé d'ajustements sur la qualité nutritionnelle de l'alimentation. Le fait, donc les apports en calories, en gras, en sucre, en fibres, en vitamines, minéraux ou autres, en fait, quand on ajustait nos modèles, quand on prend en compte tous ces aspects-là, on a toujours les associations qui perdurent avec le côté part d'ultra transformé et santé. Et donc ça, ce que ça nous a évoqué, c'est le fait que probablement, ok, on sait qu'en moyenne, les aliments ultra-transformés ont sûrement une qualité nutritionnelle moins bonne. Ça, on le voit, je dis sûrement, c'est de manière certaine, hein, en moyenne, on le voit dans plein d'études. Par contre, ça n'explique pas l'ensemble des associations qu'on observe entre ultra-transformés et santé. Donc, je vous le disais, depuis, plus de 80 études ont reproduit, donc prospectives, hein, là, on reproduit les résultats là-dessus, avec notamment une forte densité d'études sur les aspects cardio-métaboliques, et donc notamment la mortalité cardiovasculaire et d'autres outcomes associés. Il en sort tous les jours, hein, là, bon voilà, encore il y a quelques mois dans les célèbres cohortes Nurses et Health Professional Follow-up Study aux États-Unis qui ont confirmé encore ces résultats sur le cardiovasculaire. Et donc, on a des domaines, des outcomes de santé pour lesquels la densité de preuves est vraiment maintenant importante. Donc, tout ce qui est mortalité cardiovasculaire, je vous le disais,
obésité, les aspects symptômes dépressifs aussi, on commence à avoir pas mal de choses. Et sur l'aspect cancer qui nous intéresse d'autant plus aujourd'hui, là, on a quelques études, dont Nutrinet, dont la cohorte EPIC aussi au niveau européen, et la UK Biobank, qui ont commencé à montrer des choses, mais on a un niveau de preuve un petit peu plus faible parce que moins d'études pour le moment, donc besoin encore de confirmer, d'asseoir encore plus ces niveaux de preuve pour les aspects cancer, même si voilà, des choses semblent aller vraiment dans cette direction. Donc, quand je vous disais, c'est plus de 80 études, c'est à la fois chez les adultes, il y en a chez les enfants, les adolescents, les femmes enceintes, sur l'ensemble des continents. Donc, en Europe, US, Canada, Amérique latine, Asie. Donc, ça couvre vraiment des populations très diversifiées. Et la quasi-totalité de ces études a vraiment pris en compte ce que je vous disais qu'on a fait sur Nutrinet, la qualité nutritionnelle de la diète, et pour autant continue à voir les associations, ce qui nous amène à penser qu'il y a d'autres mécanismes en jeu. Alors, on aime bien, quand on le peut, en nutrition de santé publique, avoir aussi des preuves au niveau essais randomisés. Là, on s'intéresse, alors que ce soit sur les ultra-transformés ou quand on va après sur les additifs, à des choses pour lesquelles on pressent plutôt des effets de santé délétères. Et donc, c'est difficile, même c'est éthiquement impossible dans ces cas-là, de conduire de grands essais randomisés où on va s'intéresser au risque de cancer, à la mortalité ou aux maladies cardiovasculaires quand on pressent que le paramètre qu'on veut tester est un paramètre délétère. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est avoir des essais randomisés sur du court terme qui ne mettent pas en danger la vie des participants et qui vont tester, comme a pu le faire ici Kevin Hall, dans ce célèbre essai aliments ultra-transformés, eh bien, des régimes riches en ultra-transformés, isocaloriques et pas ultra-transformés à côté, et voir déjà sur la prise de poids, sur des paramètres du métabolisme ou certains paramètres sanguins, déjà des choses qui changent et qui nous renseignent sur les mécanismes aussi en jeu. Sur les liens ultra-transformés santé. Et donc, c'est une toute petite parenthèse méthodologique ici, mais qui est intéressante parce que c'est pas seulement sur ce domaine-là, mais c'est de manière générale sur nutrition santé. Quand on veut arriver à des niveaux de preuve forts, et du coup pouvoir découler des recommandations, à tous les détracteurs de certains travaux d'observation qui disent tant qu'il n'y a pas d'essai randomisé, ça ne vaut rien. Ça, c'est complètement faux. Et d'ailleurs, évidemment, sur le tabac, donc maintenant, personne ne remettrait en cause l'effet délétère du tabac sur le cancer du poumon. Ce ne sont pas avec des grands essais randomisés où pendant des années, on fait fumer les gens et on regarde qui meurt le plus entre les groupes qu'on a mis en évidence le lien avec le lien causal avec le cancer du poumon. C'est vraiment la conjonction à la fois des grandes études d'observation, comme les résultats qu'on a là sur Nutrinet par exemple, des études ou bien qu'il y a sur la cohorte EPIC, des essais randomisés sur le court terme qui vont apporter des insights sur les mécanismes, et également toute la recherche expérimentale sur modèles animaux, cellules, etc., qui apportent là aussi des éléments sur les mécanismes et donc en faveur de la causalité. Et quand on a tout ça, on peut conclure avec des niveaux de preuve forts, même sans avoir d'essais randomisés sur le long terme. Alors, la recherche maintenant s'intéresse à par où ça passe, comment ça marche, tout ça, quelles sont les caractéristiques, les facteurs des ultra-transformés qui expliqueraient ces éléments, ces effets délétères sur la santé. Vous avez vu que ça passait en partie par un moins bon profil nutritionnel, mais que ça n'expliquait pas tout. Il y a probablement des effets qui passent là aussi par la destruction, la déstructuration des matrices alimentaires qui vont jouer sur la texture, sur la rapidité d'ingestion, sur la manière dont notre organisme et notre microbiote vont digérer, ingérer les nutriments et autres qui sont mis à leur disposition. Et donc, il y a probablement une partie des effets qui passent par ça. Et il peut y avoir des effets qui passent par certains contaminants, soit créés lors des procès de transformation provenant des emballages ou bien de la formulation, donc les additifs alimentaires et autres ingrédients industriels, avec des mécanismes biologiques derrière très divers et notamment une densité d'études qui commence à s'accumuler là sur le rôle du microbiote intestinal. Avec des travaux, on a fait une review de la littérature avec Bernard, les collègues de l'équipe de Benoît Chassin notamment, qui a montré de très beaux travaux sur additifs alimentaires, émulsifiants notamment, et perturbations du microbiote intestinal, donc ces émulsifiants qui sont parmi les marqueurs clés des aliments ultra transformés. Donc, lorsqu'on a voulu là aussi creuser dans cette piste-là additif dans Nutrinet Santé, on avait la chance d'avoir tout accès à ces données de marque que j'évoquais tout à l'heure. Et ça, c'est absolument, vraiment très, très important dans ce domaine-là parce que, vous le voyez ici, pour 2 cassoulets, c'est la même chose pour 2 biscuits ou 2 boissons, 2 sodas.
vous allez avoir une composition très différente d'une marque à l'autre pour un même item générique en termes d'additifs alimentaires. Et donc, c'était important qu'on puisse aller à ce niveau fin de détail. Et on a pu avancer avec la mise en relation de Nutrinet avec les bases de Open Food Facts, Ocali et puis GNPD pour avoir cette composition en additifs. Il y a eu des dosages aussi qui ont été réalisés dans les aliments pour avoir les doses. Il y a eu l'EFSA qui a fait un gros travail de nous livrer l'ensemble de ces données doses additifs aussi qu'on a pu chaîner avec les données de consommation Nutrinet. Et ça nous a permis de déterminer quels étaient les additifs les plus consommés dans la population et également les mélanges d'additifs au quotidien auxquels les personnes étaient les plus exposées. Et donc, on a pu publier une série de travaux et donc là, c'est vraiment pas du tout fini. Ça, c'est les travaux qui sont déjà publiés. Il y en a encore plein en cours. Ce qu'on a montré jusqu'à la présent, ce sont des liens entre exposition aux additifs nitrites, nitrates, qui sont notamment dans les charcuteries, et risque accru de différents cancers, notamment du sein, de la prostate, avec évidemment ici un ajustement sur la consommation de manière globale de charcuterie, de fer héminique, etc., pour essayer d'isoler autant que possible l'effet nitrite dans nos modèles. On a également montré des liens entre additifs nitrites, pas du tout nitrates, seulement nitrites, et risque de diabète de type 2. Et également, donc rien de significatif sur les maladies cardiovasculaires. En revanche, un risque plus élevé d'hypertension artérielle en lien avec les additifs nitrites. On s'est intéressé ensuite aux édulcorants et donc on était là dans le contexte où l'IARC, enfin le CIRC, lançait cette monographie, expertise collective sur l'aspartame. Et donc, on a voulu pouvoir nourrir cette expertise avec des travaux ici où, pour la première fois, dans une cohorte au niveau international, on a pu quantifier les apports, non pas seulement en boissons édulcorées ou sources d'édulcorants globales, mais en prenant en compte toutes les sources, les boissons, les édulcorants de table, les yaourts allégés, etc. Et en allant jusqu'à la quantification des milligrammes d'aspartame ou acésulfame potassium ou sucralose, donc édulcorants différents consommés par les participants. Et on a pu mettre ici en évidence des associations entre exposition à ces édulcorants et risque plus élevé de cancer, notamment donc global, les cancers liés à l'obésité, donc pour lesquels l'obésité est facteur de risque ou protecteur, et cancers du sein. Et donc, ces résultats-là étaient visibles pour l'aspartame, l'acésulfame potassium. On n'avait pas de résultats significatifs sur le sucralose dans cette étude, sachant que c'est un additif qui est beaucoup moins consommé que les deux précédents, beaucoup moins présent sur le marché. Résultats également entre édulcorants et risque accru de maladies cardiovasculaires au global, et puis selon les types d'édulcorants, on avait des liens plutôt sur le coronarien, infarctus par exemple, ou sur le cérébrovasculaire comme les AVC par exemple. Et les trois, là pour le coup, donc édulcorants totaux, mais aussi les trois, aspartame, acésulfame, potassium, sucralose, associés à un risque accru de diabète de type 2, et ce même lorsque on éliminait tous les cas des premières années pour essayer d'éliminer les biais de causalité inverse qui peuvent être importants là quand on s'intéresse à diabète et édulcorants. Alors ça c'était juste un petit warning pour pas oublier, pour pas que vous repartiez chez vous en vous disant du coup faut autant boire des boissons sucrées. Donc non, pas du tout. Vous savez déjà quels sont facteurs de risque de caries, maladie du foie gras, plein de choses, pas obésité, plein de choses pas bien sur le cardio-métabolique. Sur le cancer, on sait que via l'obésité, qui elle-même est facteur de risque de 12-15 localisations de cancer, on a aussi un effet délétère prouvé. Mais on a aussi des études qui montrent que même en ajustant sur la prise de poids, etc., qui suggèrent, et donc c'est ce qu'on a montré dans Nutrinet, qu'il pourrait même y avoir un lien plus direct sans passer par l'obésité entre sucre et cancer. Ça fait partie des choses encore à consolider. On a aussi observé des associations entre l'exposition à différents émulsifiants et risque de maladies cardiovasculaires. Donc, à la fois les différentes celluloses, par exemple, on retrouvait ici carboxyméthylcellulose, là, le E466, qui a été pointé du doigt par nos collègues Benoît Chassin et son équipe sur le microbiote intestinal, et d'autres émulsifiants, monoïdyglycérides d'acide gras, par exemple, ici. En termes de lien avec le risque de cancer, plusieurs des édulcorants étaient associés, notamment les carragénanes, avec le cancer du sein, notamment en post-ménopause. Donc c'est E407 ici. On retrouvait le E471, donc les monodiglycérides d'acide gras et différents émulsifiants encore associés.
dont certains, là aussi, étaient aussi associés à une augmentation de risque de diabète de type 2. On retrouve carragénane, les dérivés de ces monodiglycérides d'acides gras, et puis différentes gommes, xanthane, arabique ou guar. Donc voilà où on en est pour l'instant sur les additifs. On a des travaux en cours sur les conservateurs, sur les colorants, le glutamate. Et donc déjà, sur les additifs individuels, ça a permis là, de nourrir les expertises collectives en France de l'ANSES sur les nitrites ou de l'IARC sur l'aspartame. Vous savez que maintenant, l'aspartame est considéré comme cancérigène possible pour l'homme depuis la monographie du CIRC de 2023. Et puis, on travaille maintenant sur les mélanges et sur les potentiels effets cocktails. Et donc, on va avoir un article le premier article qu'on a travaillé là, c'était sur le diabète. Et donc, 2 mélanges fréquemment consommés dans la population on observe une augmentation de risque de diabète de type 2 associée à l'exposition à ces mélanges. Et c'est un travail qui va sortir qui est sous embargo jusqu'au 8 avril. Donc, c'est bientôt que vous devriez voir ça dans PLOS Médecine. On a aussi dans ce projet-là un partenariat de recherche avec des collègues au niveau toxicologique qui ont testé l'impact de certains cocktails d'additifs ou exposition à certains additifs sur ici des modèles in vitro et qui montrent la toxicité, en tout cas dans ces résultats, ces modèles-là, de plusieurs de ces additifs, soit individuels, soit de certains mélanges pour lesquels voilà, ils en concluent qu'on ne peut pas attribuer uniquement aux additifs individuels et qu'il y a probablement un effet mélange qui joue aussi d'après ce qui est suggéré là, dans ces résultats-là. Et on a plusieurs travaux en cours encore sur additifs et impact, par exemple, sur le fonctionnement du microbiote intestinal, sur la barrière intestinale, etc., qui sont faits dans le cadre de ces études toxicologiques. Alors, bon, j'évoquais, on a travaillé ici notamment avec Véronique Chagès aussi au CIRC sur des aspects, d'autres aspects que les additifs qui sont des marqueurs d'ultra-transformation, comme les acides gras trans, produits lors de l'hydrogénation des huiles, par exemple, et où on a montré ici, par exemple, avec le diabète de type 2, une relation d'augmentation linéaire sur les acides gras trans totaux, mais du coup, on voit ici que c'est vraiment pour les industriels que ça vaut, puisque ceux naturellement présents dans les produits laitiers, donc les ruminants, n'étaient pas associés du tout au risque de diabète de type 2. Et puis, on travaille sur d'autres contaminants qui sont liés, par exemple, au procédé de transformation. Alors, l'acrylamide, ce n'est pas seulement dans les aliments ultra-transformés. Vous voyez que vous pouvez vous faire de l'acrylamide maison avec votre grille-pain. Donc, ça dépasse le cadre de ce qu'on voit aujourd'hui. Mais ce sont des contaminants liés au process. C'est là où on a publié un papier sur acrylamide et risque de cancer du sein. Dans cette mouvance, pour creuser aussi donc une autre voie, je vous disais, il y a celle des matériaux au contact des aliments et donc des contaminants qui peuvent migrer lorsque, par exemple, on fait chauffer nos barquettes plastiques de plat tout près au micro-ondes ou bien les sodas consommés dans les bouteilles plastiques avec l'acidité. Partie des choses pour lesquelles on a maintenant des preuves de migration de plusieurs contaminants dans les matrices alimentaires. Pour certains, vous voyez un peu les scandales du moment sur les PFAS, sur bisphénol A, etc. Il y a des choses pour lesquelles on connaît les effets santé, mais là, on se parle de plus de 12 000 substances qui sont autorisées pour fabriquer les ustensiles ou les packaging au contact des aliments. Et donc, on en connaît quelques pourcents en termes d'impact sur la santé. Et il y a énormément de choses à découvrir sur aussi les effets mélanges, sur l'interaction avec le reste de la diète et sur les effets sur le risque de cancer et d'autres maladies chroniques à long terme, puisque pour l'instant, il n'y a pas eu d'études épidémiologiques vraiment qui permettent de quantifier de manière importante l'exposition à tout ce large spectre de contaminants au contact des aliments. Donc, plein de travaux encore en cours là-dessus. On a aussi des travaux pour essayer d'avancer sur les mécanismes. Et donc, on a pu, ici en partenariat aussi avec l'IARC, faire des dosages inflammatoires et puis avec d'autres biomarqueurs de stress, d'autres partenaires de stress oxydant et de métabolomique. Et on est en train d'étudier la médiation de ces relations aliments ultra transformés, additifs et santé par ces aspects-là. Étudier le lien aussi avec le microbiote intestinal et puis continuer avec nos collègues au niveau toxicologique pour continuer à creuser tout ça. Donc, j'arrive dans les dias de conclusion. Vous voyez ici qu'on est passé d'une vision, alors qui est toujours extrêmement importante, c'est une vision en une dimension qui était la dimension nutritionnelle, pas trop gras, sucré, salé, assez de fibres, etc., sur la santé. Cette dimension-là, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire, c'est pas parce que maintenant on parle d'aliments ultra transformés qu'il faut la mettre au panier en disant c'est pas important. Non, au contraire, parce que cette dimension, c'est quand même celle pour laquelle on a le niveau de preuve encore le plus fort sur l'impact santé. C'est cette dimension-là
que score le Nutri-Score et sur laquelle il renseigne. Et donc, on doit évidemment toujours l'avoir en tête en premier lieu. On rajoute simplement maintenant le fait qu'il faut aussi considérer la dimension transformation-formulation. Donc, on a proposé notamment et testé avec Bernard et des collègues un Nutri-Score avec, par exemple, ici un cadre noir avec marqué ultra transformé qui pourrait entourer le Nutri-Score et qui renseignerait en plus sur cette dimension d'ultra transformation. On l'a testé dans un essai randomisé sur 2 fois 10 000 personnes en termes de compréhension de la part des participants. Et on travaille ici, notamment dans le cadre d'un GT avec l'OMS, à une définition opérationnalisable de la NOVA pour pouvoir l'utiliser vraiment avec aucune ambiguïté à des fins vraiment d'étiquetage ou de régulation marketing, de la publicité ou autre. Donc ça, c'est la dimension transformation. Et puis, il y a toujours, ce n'est pas le sujet du jour aujourd'hui, mais il y a la dimension de contamination environnementale, notamment avec les pesticides, etc., qui joue aussi très probablement sur le risque de cancer. On a d'autres travaux dans l'équipe, mais ce n'est pas le sujet du jour. Simplement, le Nutri-Score, vous le savez, n'est pas obligatoire. Il y a une application qui s'appelle Open Food Facts, qui est gratuite et qui calcule le Nutri-Score, qui calcule même le nouveau Nutri-Score. Vous voyez marqué ici nouveau calcul, puisque on a une modification de l'algorithme du Nutri-Score. Vous avez peut-être entendu parler de ça dans la presse, qui a été enfin signé par l'ensemble des ministères, notamment l'agriculture qui traînait. Ça a été signé la semaine dernière. Donc, on a maintenant ce nouveau Nutri-Score qui, par exemple, pour faire le lien avec ce qu'on dit là, intègre une pénalisation des édulcorants là, dans les boissons. Elles sont maintenant pénalisées aussi comme les boissons sucrées. Et donc, ce nouveau mode de calcul, le temps qu'il soit mis sur les packs, vous avez déjà tout de disponible sur l'application gratuite Open Food Facts. Donc, en gros, on ne sait pas encore bien tout de chez tout en termes de comment marchent ces liens aliments ultra transformés santé. On a suffisamment, par contre, de preuves maintenant, avec les plus de 80 études, tout ça, pour dire que eh bien, il faut agir, on ne peut pas attendre plus. Et agir, ça veut dire donc informer, évidemment, avec des recommandations, comme on a pu le faire dans le PNNS en les renforçant, mais aussi en transformant en profondeur l'offre et le marketing, etc. Puisqu'il ne suffit pas de dire aux gens ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. C'est ce qu'aimerait bien faire l'industrie du tabac, de l'alcool, par exemple, en disant nos produits ne sont pas dangereux, c'est vous qui les consommez avec un manque de modération. On a aussi le devoir de transformer en profondeur les choses pour réguler le marketing pour les aliments de mauvaise qualité nutritionnelle et ultra transformés, la publicité, auxquelles sont exposés nos enfants massivement et le reste de la population. Jouer aussi pour que les aliments les plus favorables nutritionnellement et d'un point de vue ultra transformation et bio, eh bien, les plus favorables soient les plus accessibles économiquement, parce que là aussi, ce n'est pas le tout de mettre une recommandation là-dessus. Si derrière, ça reste les produits les plus chers, eh bien, on aura des inégalités sociales de santé qui vont continuer à se creuser. Donc, on a tout ce travail-là politique à mettre en place. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin sur cette question-là, et puis plus globalement sur la prévention nutritionnelle des maladies chroniques, j'avais tenu une chaire au Collège de France, il y a toutes les vidéos, les diapos, un livre aussi, qui synthétise un petit peu ce tour d'horizon qui peut être utile. Et puis, je vous remercie pour votre attention et j'arrête de parler, je laisse la place aux questions. Merci beaucoup Mathilde pour cette excellente présentation qui fait un tour de table des foyers très transformés, des études qui sont sur ce sujet, de ce qu'on peut faire nous en tant que consommateurs et de l'impact sur l'environnement qu'on peut modifier pour favoriser des produits favorables à la santé. On a déjà quelques questions qui sont dans le Q&R, donc je vais les poser. J'ai l'impression que c'est des questions posées par nos collègues citoyens et d'IAD qui partagent dans nos projets de recherche, donc notamment Thierry Leduc. Alors, c'est des questions grand public. Alors, je te les pose en même temps et tu réponds quand tu peux. Donc, les steaks végétaux sont-ils Nova 4? Première question. Quel classement Nova pour les galettes végétales? Donc, ça, c'est relié. Déjà, ces deux-là. Et puis après, je ferai les deux autres. Mais sinon, je vais faire le poisson rouge et je vais oublier ce que tu m'as dit. Alors, donc cette question elle est très intéressante. C'est la question des alternatives aux produits animaux. Et donc, vous savez, donc, dans le Programme national nutrition santé, à la fois pour des bénéfices pour la santé individuelle, mais aussi pour la planète, on va vers des recommandations qui sont dans le sens d'une végétalisation de l'alimentation et donc d'essayer de substituer certains produits carnés, viande, etc., vers plutôt des protéines végétales, légumineuses, etc. Et donc, ça, c'est tout à fait vrai et très bien. Du coup, sur le marché, eh bien, s'est développée une offre qui est un peu du tout et n'importe quoi, avec des choses très vertueuses et d'autres beaucoup moins. Et donc,
on n'a pas d'homogénéité est-ce que les steaks végétaux de manière globale sont Nova 4 ou pas, on ne peut pas répondre de cette manière-là, puisque vous trouverez, et ça vous le verrez très bien sur Open Food Facts, déjà il donne aussi la Nova, donc vous voyez ça, et puis vous voyez la liste d'ingrédients. Il y a certaines marques qui sont effectivement des produits à base de légumineuses, etc., qui n'ont pas rajouté d'additifs, de texturants, d'arômes, etc., et qui vont plutôt dans le bon sens, hein, essayer de faire manger plus de légumineuses ou autres. Et il y a à l'inverse d'autres marques où là, c'est vraiment un cocktail d'additifs ou même de sucre ajouté, ou etc., où finalement, ça va peut-être sur le côté végétal, mais sur tout le reste, il n'y a rien qui va. Et donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Et nous, on a pu montrer du coup dans Nutrinet Santé que des végétaliens qui voulaient bien faire, qui sont des personnes qui faisaient plus attention à leur alimentation, en fait, avaient pour certains une part d'aliments ultra transformés plus importante que les autres dans leur régime alimentaire, notamment à cause de certaines marques ou certains produits de ce type. Beaucoup, Mathilde. Dans le même genre de questions, on avait pourquoi l'impact du refus de l'Italie, enfin, quel est l'impact du refus de l'Italie d'appliquer le Nutri-Score et que ça peut faire sur en France, bon, même si ça a été noté. Oui. Non, du coup, le Nutri-Score, qui est vraiment un outil, hein, c'était là pas sujet du jour typiquement, mais l'idée, c'est vraiment de retranscrire en face avant des emballages avec les 5 couleurs, le logo, des choses qui de toute façon sont déjà sur l'étiquetage, le sucre, le sel au 100 grammes, etc. Mais de le rendre accessible sans avoir à passer 10 ans et 10 ans d'études à lire les emballages. Et donc ça ne fait pas l'unanimité. Et il y a notamment de grands industriels, hein, qui commercialisent des boissons sucrées, des pâtes à tartiner. Voilà, je ne les cite pas, je ne sais pas quelle est votre politique dans Concept là-dessus, mais bon, on les a tous reconnus, qui font un fort lobby anti-Nutri-Score, et notamment en Italie, hein, grande marque qui a vraiment eu beaucoup d'écoute auprès du gouvernement italien d'extrême droite, avec tout un discours populiste sur la France avec son Nutri-Score essaye d'attaquer nos produits du terroir, nos fromages italiens, etc. Donc des choses qui étaient vraiment complètement faux, hein, de faux arguments. Malheureusement, ça a quand même eu pas mal d'écho, et avec un gros lobby agro-industriel à la clé. Donc là, je vous invite à écouter la super enquête de Radio France qui a été parue. Donc c'était la semaine dernière ou celle juste avant sur ça, et qui a montré comment le poids des lobbies essayait de torpiller de manière massive au niveau européen tout ça. Et donc ce que ça a fait, c'est que déjà en France, ça a retardé la signature de l'arrêté du nouvel algorithme qui est plus performant, qui pénalise les édulcorants, qui reclasse certains produits qui étaient hyper sucrés, qui avaient des bonnes notes par erreur finalement. Donc, cet algorithme-là, on a déjà eu du mal à le mettre en place, mais là, ça y est, il arrive. Et puis, au niveau européen, il devait y avoir le choix d'un logo obligatoire. Et ça, voilà, la Commission européenne, malgré toutes les preuves scientifiques, malgré un rapport de l'OCDE, enfin des choses complètement indépendantes de notre équipe, hein, je parle en toute du coup objectivité, qui montre qu'on pourrait éviter 2 millions de maladies chroniques d'ici à 2050 grâce au Nutri-Score, et encore c'est une estimation basse, hein, dans leur scénario. Et bien malgré tout ça, sont très réticents, marchent sur des œufs, et disent que bon, on ne mettra pas le Nutri-Score pour ne pas fâcher les industriels, alors que pour des raisons scientifiques, ils ont même reconnu avec le rapport du JCR que c'était le meilleur logo. Donc voilà, on en est là, et donc c'est vraiment un bras de force santé publique versus lobby et intérêt économique. Une question dans le même genre au niveau politique, quid du Roquefort classé E? Alors, le Roquefort, donc là, il y a eu tout un argument, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les arguments populistes utilisés par l'extrême droite. On en a certains aussi en France qui jouent là-dessus. Et en fait, derrière, il faut toujours se demander qui est l'émetteur. Et donc là, en gros, on a essayé de nous faire croire que la personne qui allait être pénalisée, c'est le petit producteur sur le plateau du Larzac avec son Roquefort, etc. En France, la production de Roquefort, c'est à plus de 70% Lactalis, qui est un énorme groupe agroalimentaire, et ce sont bien sûr eux qui sont derrière ces messages anti-Nutri-Score. Le Nutri-Score, il est hyper objectif, hein, il cherche à embêter personne en particulier. Le Roquefort, moi j'adore ça personnellement, j'en mange, mais tout est une question de fréquence et de quantité, parce que c'est quand même extrêmement riche en sel, graisse saturée aussi. Et donc, simplement ce qu'indique un Nutri-Score E, ce n'est pas qu'il faut le bannir de notre alimentation, c'est simplement qu'il faut le consommer en termes de fréquence et de quantité de manière raisonnable dans le cadre d'une alimentation équilibrée. C'est tout ce que ça dit, et donc ça ne devrait pas être remis en question et critiqué par que ce soit des ministres ou des lobbies. C'est juste une information objective sur la teneur en sel et en graisse saturée. Faut-il totalement exclure le jus de fruits naturels bio? Alors, c'est intéressant cette question parce que du coup, ça essaye de combiner les différentes dimensions. Alors,
Bio, super, c'est bien. Le côté naturel, donc là, on n'a pas le problème des additifs, etc. Le problème qui reste dans le jus de fruits, c'est la première dimension qui est celle nutritionnelle sur le sucre. C'est-à-dire que dans un jus de fruits, même une orange pressée, voilà, qu'on peut faire à la maison, il y a environ 10 grammes de sucre aux 100 millilitres, ce qui est la même teneur en sucre qu'un Coca-Cola, par exemple. Et donc, on sait maintenant, et ça fait partie des recommandations du PNNS, que les fruits, il vaut mieux les consommer entiers pour de multiples raisons. Déjà, les sucres ingérés de manière liquide, physiologiquement, ne vont pas avoir le même pic glycémique, etc. Donc, physiologiquement, ça ne marche pas pareil. D'un point de vue satiété, quand vous avez une orange dans l'estomac, vous allez moins manger d'autres choses par ailleurs que si vous prenez un verre, l'équivalent dans un verre de jus d'orange, c'est 2-3 oranges et ça va vite en fait. On peut en boire des litres sans le sentir passer. Et donc, et en plus de ça, dans l'orange entière, vous aurez toutes les fibres, voilà, d'autres éléments aussi intéressants. Donc, pour toutes ces raisons, on recommande effectivement, le 11, c'est un PNNS, là, recommande de limiter la consommation de jus de fruits, pas plus d'une boisson sucrée par jour. Et dans cette recommandation-là, les jus de fruits font partie des boissons sucrées. Merci beaucoup Mathilde, c'est très clair. Bonjour, petite question, Open Food Facts, plus intéressant donc que Yuka. C'est toujours une question qui nous est posée par les citoyens ou les patients, cette question. Alors, donc, ces deux applications sont vraiment très intéressantes du point de vue, donner le pouvoir à nous en tant que consommateurs d'avoir un regard critique sur ce qu'on a dans l'assiette. Et que là, voilà, même quand les industriels ne jouent pas tous le jeu, en scannant le code barre des aliments, on a des renseignements qui sont apportés sur le Nutri-Score, sur d'autres choses. Là, par rapport à Yuka, les petits bémols qu'on peut avoir d'un point de vue scientifique sont de différents ordres. Donc déjà, ce qui est reconnu comme outil de santé publique, etc., c'est le Nutri-Score. Donc c'est quand même important, une application qui donne de manière immédiate le Nutri-Score, ce qui est le cas d'Open Food Facts. Yuka prend en compte le calcul Nutri-Score, mais dans une des sous-dimensions. Il y avait eu à l'époque, je ne sais pas à l'heure actuelle, certaines modifications qui avaient été faites dans le calcul du Nutri-Score, dans le score global aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire puisque c'est vraiment un algorithme validé. On ne peut pas toucher là au Nutri-Score. Et puis, d'autre part, ce qui pose un peu question, c'est l'agrégation dans une même note des différentes dimensions avec du coup des systèmes de pondération ou d'absence de pondération, sachant que ça, typiquement, pour l'instant, d'un point de vue scientifique, on est incapable de dire pour un aliment donné, est-ce que le fait de le consommer de moins bonne qualité nutritionnelle, mais bio, mais pas ultra transformé, etc., comment se hiérarchisent ces différentes dimensions sur la santé? Et tout ça, ça fait partie de recherches qui sont en cours et qu'il va falloir mener, pour lesquelles on aura dans quelques temps des réponses. Mais pour l'instant, le fait de mettre une note comme ça globale, ça outrepasse finalement le niveau de preuve scientifique qu'on a à l'heure actuelle. Donc c'est un petit bémol qui fait que, d'un point de vue objectivité, Open Food Facts est beaucoup plus objectif et en ligne d'un point de vue scientifique avec ce qu'on sait, ce qu'on a. Ça donne le Nutri-Score, ça donne la NOVA, ça donne la liste d'ingrédients en flaguant les additifs. Donc, on a ces informations-là de manière factuelle et pas une note finalement sur 100 où on aura 2 aliments notés 60, mais finalement, est-ce qu'ils ont vraiment le même impact sur la santé? Probablement pas. Et là-dedans, il y a des choses qui vont être très différentes pour la même note en termes de dimension. Gratuit et transparent aussi par le Open Food Alors, Fact. ouais, complètement. Donc, c'est-à-dire que derrière, il y a la philosophie aussi du truc, c'est une association à but non lucratif. Ils mettent tout en ligne, c'est-à-dire que nous, dans Nutrinet, on a pu le faire avec une API, bon, un peu technique, mais aspirer toute leur base de données, s'en servir pour la recherche. N'importe qui veut le faire, y a accès. Et donc, il y a vraiment une démarche là, sans but lucratif derrière. C'est pas une entreprise ou une start-up ou autre qui essaye de vendre un produit. C'est vraiment pour la santé publique. Une question un peu plus mécanistique, justement, pour essayer de comprendre le lien entre ultra transformé et puis santé. Y a-t-il des recherches sur les procédés mécaniques, par exemple l'extrusion? Oui, alors pas typique, enfin pas encore beaucoup là dans notre équipe, mais il faut qu'on se penche sur la question. Mais c'est vrai que ces procédés-là, donc j'ai évoqué la distinction formulation et transformation, ont probablement des impacts. Alors sur l'aspect matrice alimentaire, sur l'aspect contaminant créé lors des procédés, ça fait vraiment partie des choses qu'il faut qu'on creuse. On avait commencé à travailler avec des technologues dans l'étude Nutrinet Santé. On aimerait bien que ces travaux puissent être publiés, la balle est dans leur camp là, où on a
catégoriser tous les aliments consommés par les nutrinautes selon toutes les opérations de transformation, extrusion, pasteurisation et autres qu'ils ont pu subir. Donc, il y avait 82 opérations unitaires prises en compte pour chacun des aliments. Et donc, pour vraiment nous permettre en recherche d'aller plus loin et de pouvoir distinguer sur l'effet, entre guillemets, aliments ultra transformés santé, qu'est-ce qui est vraiment lié à la part transformation avec les contaminants qu'il peut y avoir derrière, et qu'est-ce qui est lié à la part formulation, additifs et autres. Ça fait partie des recherches voilà, sur lesquelles il faut qu'on avance. Beaucoup. J'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions qui étaient en ligne. Il y en a une, là, j'ai ouvert le chat rapidement, il y en a une sur il faudrait s'occuper de l'addiction alimentaire qui est la première cause de la consommation de la malbouffe en plus du prix, malgré les connaissances et infos qu'ont les gens. Et pour cela, mettre en avant le lien entre le microbiote, l'addiction et l'axe intestin-cerveau. C'est plutôt un commentaire. Oui, mais c'est intéressant. Et alors, du coup, il y a des travaux de, je ne me souviens jamais comment ça s'appelle, Ashley, je pense, Gerhardt, je ne sais pas comment on prononce son nom. Donc, dans le BMJ, dans le même papier, on a fait un papier BMJ pour expliquer un peu les enjeux aussi sur les politiques, etc., sur notamment le côté ultra-transformé cardiovasculaire. Il y a un papier dans cette série-là où ils ont passé une échelle d'addiction qui est celle utilisée pour avoir classé le tabac, les drogues, l'alcool, etc., dans le côté substance addictive. Et ils l'ont appliqué aux aliments ultra-transformés. Et donc, selon leurs conclusions à eux, on devrait considérer les aliments ultra-transformés comme des substances addictives. Et donc, il y a des débats là, hein, comme pour le sucre aussi, voilà, de manière plus globale, sur est-ce qu'on peut vraiment les classer dans substances addictives ou pas. Mais bon, en tout cas, ce qu'on voit bien, c'est que le marketing, de toute façon, qui est fait autour de ces produits, fait tout pour qu'on ait envie d'en consommer plus. Déjà, ils sont formulés en termes de goût, d'arôme, etc., pour qu'on ait envie d'en surconsommer. Quand on voit qu'il y a des céréales, les trésors là chez nous, en fait au UK ils s'appellent Crave, qui veut dire en gros on se damnerait pour en consommer. On voit bien qu'il y a tout un marketing autour de c'est tellement bon que vous ne pouvez pas vous arrêter. Donc ouais, ce côté addiction, il est vraiment à réguler, notamment au niveau publicité marketing. Peut-être une dernière question qui me vient d'une autre conférence sur les ultra-transformés. Il y avait Gilles Tristram, que tu connais sûrement très bien, qui parlait d'ultra-formulation à la place d'ultra-transformation. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en termes de mécanisme, santé, entre ces deux termes? Oui, alors voilà, ces deux termes, c'est pour ça que, enfin moi, je trouve logique le fait d'essayer, notamment là en recherche, d'aller plus loin sur la part des choses entre le côté transformation, procédé, extrusion, etc., versus formulation, additif, etc. Et donc c'est pour ça que parfois, alors par abus de langage, on dit aliments ultra transformés, mais ça englobe les deux aspects. Voilà, il ne faut pas que ça serve d'excuse. Ça a été un petit peu le cas, voilà, dans le rapport de l'ANSES, par exemple, où ils ont un petit peu botté en touche en disant, nous, on nous a interrogé sur l'ultra-transformation, donc on ne parle pas d'ultra-formulation. Évidemment que la catégorisation NOVA, les travaux qu'on a fait là, etc., englobe dans le terme ultra transformé à la fois les aspects de transfo et de formulation. Donc, OK, pour des spécialistes technologues, il faut que la terminologie soit précise, mais en termes de ce à quoi on s'intéresse et qu'on doit réguler au niveau politique et ce qu'on voit, c'est les deux qui sont concernés et qui font sens. Merci beaucoup. Il y a Béatrice qui veut prendre la parole. Oui, juste pour terminer, un grand merci Mathilde pour ce moment de partage des connaissances et de vos données. C'est toujours aussi voilà, passionnant de t'écouter sur ces sujets-là et en plus rendu extrêmement accessible pour tout le monde. Je trouvais que c'était très intéressant ton rappel sur la différence entre les aliments transformés ou industriels et les aliments ultra transformés. Et comme on a beaucoup de questions, notamment de patients ou de public sur ces questions-là, j'ai le sentiment que ce n'est pas tout à fait clair dans la tête des gens. Et je me demandais si vous aviez des supports d'éducation ou d'entraînement qui pourraient intéresser l'équipe qui fait des ateliers en éducation thérapeutique pour les patients atteints de cancer et d'avoir un support pour travailler avec eux là-dessus. Et puis, une autre question, ce qu'on a compris et ce qu'on voit sur le packaging dans les magasins, que les industriels, pour contourner le Nutri-Score, et d'ailleurs, félicitations pour la signature de l'arrêté, c'est une belle bataille
de gagner et une belle perspective. Des industriels qui finalement jouent sur la taille des portions et qui mettent qu'une portion, c'est un Nutri-Score B, etc. Or, quand on regarde la taille de la portion, je ne sais pas, des Choco Pichou, des trucs pour le petit déjeuner, quand on regarde la, la portion qu'ils indiquent qui a ce score-là, ça fait une microscopique portion. Et en fait, pour en avoir un repas, il faudra 2, 3, 5 fois plus, puisque c'est pas à la cuillère à café, mais c'est à la cuillère à soupe qu'on mesure. Comment vous réagissez par rapport à ça, ou quelles pourraient être des recommandations à donner? Voilà, mais ces deux questions, et encore un grand merci et bravo. Merci Béatrice. Le truc, c'est qu'il y a trop de trucs intéressants dans ce que tu soulèves là. Alors, je vais essayer d'être très courte. Juste sur le premier point. Enfin voilà, la distinction aliments industriels et ultra transformés, elle est très importante. Et il faut bien avoir en tête que là, c'est pas un message global contre l'industrie agroalimentaire. Au contraire, c'est plus un appel du pied à ce que eux se saisissent de ces recherches, de ces résultats pour aller vers des offres plus vertueuses, puisque de toute façon, on a besoin de l'industrie agroalimentaire pour nous nourrir en France, pour nourrir dans le monde. Donc voilà, on essaye de vraiment pas faire cet amalgame-là et montrer qu'il y a sûrement moyen, et d'ailleurs des marques se sont bien engagées dans cette démarche, d'aller dans la bonne direction là-dessus. Il y a des supports de communication qui ont pu être faits par Santé publique France depuis que justement l'ultra-transformation fait partie des recommandations du PNNS. Alors, est-ce qu'ils sont suffisants? Là, je ne sais pas encore bien, mais ça peut faire partie des outils dont on se sert. Sur le site mangerbouger.fr aussi, il y a quelques aspects là-dessus pour travailler sur un peu la distinction et ce qu'on entend, la définition des ultra-transformés. Il y a une exposition aussi qu'on a faite avec l'INSERM où il y a une quinzaine qui peut être mise à disposition gratuitement par l'INSERM dans les lieux publics, les collectivités territoriales, etc., ou les salles d'attente des médecins ou autres. Et donc, il y a un panneau, par exemple, sur Ultra Transformé, où on réexplique la définition et autres. Il y en a un sur le Nutri-Score, tout ça. Il y aura peut-être des outils aussi du réseau NACRE. Enfin, je sais qu'il y a tout un travail aussi pour les médecins généralistes d'ordonnance où on rappelle aussi le côté ultra transformé Nutri-Score. Donc, il y a pas mal d'outils. Je pourrais essayer de faire une petite compilation pour mettre ça, voilà, vous transmettre ça. Et sur l'aspect portion, donc ça, c'est un gros piège, argument de certains lobbies agro-industriels qui voudraient qu'on mette un Nutri-Score à la portion. Si on met un Nutri-Score à la portion, ça conduit à classer par exemple des Oreos ou bien des Twix, voilà, avec un Nutri-Score A, parce qu'ils disent, mais de toute façon, nous, ce qu'on vous recommande, c'est le Twix, par exemple, la portion pour eux, c'est une des 2 barres. Pour ceux qui voient, c'est le chocolat avec les 2 barres dans le même emballage. Personne ne mange une seule barre, qu'on soit bien d'accord. Les céréales petit déjeuner, la portion qui est affichée sur le pack, c'est 30 grammes. Versez-en dans votre bol le matin ou même un enfant, on est déjà à 60, 100 grammes dans le bol. Donc, le fait de laisser les industriels définir la portion et du coup, de leur laisser calculer potentiellement un Nutri-Score à la portion, c'est totalement contre-productif. Pour ça, d'ailleurs, que le Nutri-Score, le officiel, est calculé par 100 grammes d'aliments pour qu'on parle toutes choses égales par ailleurs. Et nous, on a fait l'exercice de classer tous ces produits-là selon le Nutri-Score, s'il était calculé à la portion ou s'il est calculé là pour 100 grammes. Et on se retrouve vraiment dans les faits avec des biscuits très sucrés classés A, des salades classées D, parce qu'en fait, il faut en manger une grande quantité pour arriver le repas, en fait, on fait que quand on a un bol salade, on en a pas mal. Et du coup, en quantité, on se retrouve avec un D. Enfin, c'était des aberrations nutritionnelles. Il suffit de regarder ces quelques exemples pour voir que ce n'est pas du tout une bonne idée de calculer à la portion. Très bien. Merci. Mathilde pour vraiment ce partage de vos connaissances extrêmement précieuses pour avancer dans la nutrition. Il y a évidemment encore beaucoup de questions qui se bousculent dans nos têtes. Et puis, espérons que nous avons l'occasion d'en échanger plus en détail avec toi, Bernard, et l'équipe au sein de Concept. Merci beaucoup. Pauline, merci. Je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup Béatrice et merci infiniment Mathilde.
Si vous voyez mon écran, vous pouvez voir l'agenda des Meet and Share pour les prochains mois. Et je viens de publier déjà un post avec quelques petits résumés de ce qu'a dit Mathilde. Si tu as le temps, Mathilde, de poster les ressources que tu as proposées ou de nous les envoyer, on les postera comme tu préfères, ce qui est le plus simple pour toi. On mettra sur la chaîne YouTube et sur LinkedIn, du coup, ces ressources pour que tout le monde puisse y accéder et les utiliser dans un but de sensibilisation et de prévention. Et donc, en avril prochain, on aura un nouveau Meet and Share, cette fois en anglais, avec Félix Naughton sur les innovations digitales et la prévention. Donc, si vous voulez nous rejoindre en avril, et puis en mai, ça sera sur la recherche participative, en juin, ça sera sur interception, et en juillet, sur les changements de comportement. On vous remercie tous infiniment pour votre présence. Vous étiez très nombreux. Encore un grand merci à Mathilde qui nous a fait l'honneur et le plaisir de sa participation toujours aussi dynamique. Et on a le plaisir de vous retrouver sur YouTube, sur LinkedIn et à très bientôt au Meet and Share. Merci à tous. Toute l'équipe Concept vous remercie. À très bientôt.